Nous parlons prévisions économiques, croissance mondiale. L'OCDE, ce mardi matin, a présenté ses nouvelles prévisions économiques pour l'ensemble des économies mondiales, enfin en tout cas les zones principales, les pays principaux. Donc l'OCDE qui dit, diagnostic général, une reprise économique mondiale est en vue, mais un déploiement plus rapide et plus efficace de la vaccination dans le monde est indispensable. Alors, 3-4 chiffres, croissance mondiale 2021, pour l'OCDE, elle est revue à la hausse significativement. L'OCDE attend désormais une croissance mondiale de 5,6% cette année, donc en 2021. Pour 2021, il y a ne serait-ce que 3 mois, donc en décembre 2020, l'organisation attendait 4,2. Là encore, pour le chiffre de la croissance mondiale, donc révision à la hausse, notamment sous l'effet d'une très forte révision à la hausse de la croissance attendue aux États-Unis. On l'évoquait hier dans l'émission. C'est confirmé, en tout cas, c'est confirmé par les estimations de l'OCDE, qui attend pour les États-Unis cette année une croissance de 6,5%, alors que, encore une fois, il y a 3 mois, en décembre, l'OCDE n'attendait que 3,2% de croissance pour les États-Unis, quasiment un doublement, évidemment. L'une des raisons, c'est le plan de relance de Joe Biden, donc, qui vient d'être voté, qui sera définitivement voté demain, je crois, par le Congrès, mais globalement, c'est acquis après le vote du Sénat américain, c'était samedi dernier, et évidemment aussi le succès, en tout cas jusqu'ici, là-bas aux États-Unis, de la campagne de vaccination. Pour la France, stabilité, le CDE attendait plus 6 en décembre, comme Bercy d'ailleurs, révisé légèrement à la baisse à plus 5,9. Mais au niveau des grandes zones, regardez ce commentaire de Denis Ferrand de Rexecode et la courbe associée, qui nous dit qu'avec les nouvelles prévisions de l'OCDE, la zone euro, si on regarde je vous ai donné le chiffre 2021, mais il y a le chiffre 2022 aussi, la zone euro dépasserait légèrement en 2022 son niveau d'activité de 2019, ça on l'avait en tête. Parallèlement, les États-Unis seraient presque 7 points au-dessus de 2019 en 2022, et la Chine presque 16 points, 15,7. Du coup, l'écart de PIB par habitant entre la zone euro d'un côté et les États-Unis de l'autre serait accru de 4,7 points sur la période. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on reprend plus tard et moins fort, il y a des écarts qui se creusent. Un commentaire, Bruno, vous êtes présent dans différents pays en Europe bien sûr, mais également aux États-Unis, également en Chine. Vous le sentez, est-ce que ça vous inquiète, ces espèces de différences qui cumulées sur plusieurs années, ça arrive à des différences très significatives quand même de richesse par habitant. Européen, assez clairement, le PIB par habitant, c'est un très bon indicateur. D'ailleurs, la France était déjà un petit peu décrochée par rapport à l'Allemagne. On a un différentiel de l'ordre de 20% pratiquement. Et on sent bien que la crise, ça accentue les disparités. Les forts ressortent plus forts, les faibles plus faibles. Et c'est cela qu'on semble voir sur cette courbe, une Europe qui décroche. Il faut dire aussi que cette volonté d'être en pointe sur l'environnement, ça a un coût. Ça a un coût, on ne sauvera pas la planète à nous tout seuls. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de commettre une sorte de suicide économique ? Moi, je suis très inquiet sur ce qui se passe, cette divergence. En Chine, aux États-Unis, on reprend la consommation à plein régime. Il y a même un effet de rattrapage. On a envie de vivre plus vite, de rattraper le temps perdu. Et ça peut être assez terrible pour notre économie de la voir comme ça décrocher des deux grands champions mondiaux. Votre regard, Pierre-Yves, sur ces chiffres, sur ces évolutions, ces divergences, cette espèce de sortie de crise en ordre dispersé? Il y a une course au leadership économique mondial entre les États-Unis et la Chine. Et c'est vrai que l'Europe a du mal à être visible sur cet enjeu. On se souvient en sortie de la crise de 1929, ce sont les États-Unis qui avaient récupérer le leadership et pour de nombreuses décennies. Là, aujourd'hui, en 2021... On va avoir été à l'origine de la crise, comme il y a 10 ans avec les subprimes. Pas cette fois-ci, parce que là, pour le coup, c'est crise sanitaire d'origine asiatique. Et du coup, là, en 2021, le sujet, c'est est-ce que la Chine va réussir à récupérer le leadership économique ? C'est un vrai sujet. C'est vrai que l'Europe a du mal et c'est pas nouveau, à se coordonner, à se synchroniser, à porter une seule voix, une seule politique, même si on avait pu noter dans les mois précédents une volonté d'afficher une ambition en matière de plan de relance qui n'a pas forcément été traduite au même niveau que celle de Joe Biden aux États-Unis, par exemple. Pas encore, en tout cas. Pas encore. Après, il y a aussi certainement un rapport au temps. C'est que la Chine est rentrée la première dans la crise. Donc, c'est elle qui, logiquement, en ressort la première. Et du coup, c'est vrai que ce rapport au temps est un avantage compétitif pour la Chine.
Après, effectivement, sur les États-Unis, il y a ce changement de gouvernance qui vient donner certainement une nouvelle impulsion. Et c'est vrai que ce sont des pays, l'économie, ça marche sur la confiance. Et dans ces pays-là, il y a une confiance, forcée ou pas, mais il y a une confiance. Et du coup, la confiance en l'économie, en la consommation, en la relance, c'est important et ça génère des bénéfices visibles assez rapidement, comme on peut le voir. Alors après, sur les chiffres de la Chine, souvent, certains intervenants autour de cette table rappellent qu'il faut les prendre avec des pincettes aussi, notamment le fait qu'ils étaient encore en croissance l'année dernière. C'est intéressant parce que vous parlez de course au leadership entre les États-Unis et la Chine. Si on remonte la courbe de Rexecode à partir des chiffres de l'OCDE, donc la courbe de la Chine, c'est celle en bleu foncé, qui est la plus élevée, et ensuite en bleu clair, c'est les États-Unis, et globalement, c'est l'Europe, Allemagne, France, zone euro, qui sont dans un mousseur de poche avec des couleurs plus jaune-orange. On évoque, j'ai lu, j'ai entendu que parmi les motivations à effectivement essayer de faire une espèce de surchauffe économique avec l'ampleur du plan Biden, il y a notamment l'idée d'essayer de retarder le moment où moment qui était jusqu'ici annoncé avant la fin de la décennie, où la Chine passerait devant les États-Unis en termes de PIB. Ça peut être une motivation pour l'administration américaine, ça aussi. Il y a vraiment une bagarre. Les Américains et les Chinois sont vraiment dans une lutte pour le leadership. Et il y a des inquiétudes des Américains de voir perdre ce leadership. Et l'Europe est paradoxalement dans une forme d'impuissance assumée. On veut une économie sobre, on veut de la décroissance, et finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de on veut de la décroissance, c'est pas le discours officiel quand même, en tout cas pas des gouvernants. En tout cas pas encore. La pauvreté s'appelle la sobriété aujourd'hui, c'est le nouveau nom de la pauvreté. Donc on pense que pour répondre aux défis climatiques, il faut... Et pourtant on parle du défi climatique aux États-Unis, on parle aussi d'un Green New Deal, alors il n'est pas du tout encore implémenté. En tout cas, il était présent dans la campagne. En tout cas, l'économie reste la priorité numéro un, la croissance. On essaye de trouver une croissance qui soit compatible avec l'environnement. En Europe, je ne suis pas sûr qu'on ait fait ce choix clairement, mais c'est notre histoire. C'est un vieux continent un peu épuisé, l'Europe, un peu fatigué par 2 guerres mondiales qui sont 2 guerres civiles. Et donc, est-ce que là, de Villepin devant le Conseil de sécurité de l'ONU, là, est-ce qu'on n'est pas en train finalement de vivre avec un certain plaisir ce décrochage, de regarder les autres continuer à vouloir progresser en sachant que tout ça ne mène à rien et que le matérialisme est une valeur dépassée. Mais derrière, ça nous mènera à des problèmes de souveraineté, à des problèmes de qualité de vie, à des problèmes de... Je ne suis pas sûr que le chemin de la pauvreté soit un chemin aussi agréable que ça. Et donc, moi, je m'inquiète beaucoup de cette disparition d'une Europe qui ne veut plus assumer un rôle de leadership et qui laisse partir les 2 grandes économies. L'Europe, contrairement aux États-Unis et à la Chine, ne dispose pas d'une unité, d'une puissance politique. Et dans ces 2 cas, des États-Unis et de la Chine, c'est bien la politique, c'est bien le politique qui donne l'impulsion et l'orientation. En Europe, on n'a pas ça, et on n'arrive pas à se mettre d'accord pour faire émerger un leader, une voix. Et tant qu'il n'y aura pas cette voix, ça sera effectivement compliqué d'avancer. Et même cette sobriété qu'on peut revendiquer, on peut avoir un leadership justement de la défense de l'environnement, mais à ce moment-là, soyons logiques avec une taxe carbone aux frontières, parce que finalement on importe... Elle va venir. Elle est au cœur de toutes les réflexions. On n'assume même pas cette volonté de sobriété et d'exemplarité sur l'environnement à travers une politique de principe, de valeurs européennes, donc c'est assez inquiétant. Allez, on revient à la France, on va essayer, vaste mission, grosse ambition de faire un bilan de la crise de la Covid-19 du point de vue des entreprises.